Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, ex-pilote de ligne, aujourd'hui naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec le naturopathe Michel Giroux. Michel fut un de mes enseignants lors de mes études de naturopathie à l'école ISUPNAT à Paris. J'ai souhaité le recevoir dans ce podcast car j'avais beaucoup apprécié son enseignement et sa manière de voir la vie, et j'ai eu envie de partager cela avec vous. Nous parlons donc avec Michel de naturopathie, d'incarnation, de chemin de vie, de méditation et de plein d'autres sujets passionnants. J'espère que cette conversation vous plaira et aiguisera votre curiosité. Bonjour Michel. Oui, bonjour Anthony. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, toi, tu es naturopathe et enseignant à l'école de naturopathie ISUPNAT, où je me suis formé entre 2018 et 2021, et où j'ai eu la chance de t'avoir comme prof dans plusieurs domaines tels que la méditation, le jeûne ou l'iridologie, dont on va parler un peu aujourd'hui. Mais d'abord, est-ce que tu aurais envie de nous raconter ton parcours ? Alors, mon parcours, il est assez riche et atypique. Je dirais j'ai un parcours social, extérieur donc, mais aussi un parcours intérieur. Et je dirais que les deux se sont toujours chevauchés. Voilà. Parcours intérieur qui a influencé le parcours extérieur, mais à l'inverse aussi, le parcours extérieur a parfois influencé ce parcours intérieur. Donc, rapidement, j'aime pas trop parler de moi, mais bon, je vais donner quand même l'essentiel. C'est l'exercice. Voilà. Mon parcours intérieur, il a commencé à l'âge de 13 ans. Voilà. J'étais dans une famille qui n'était pas branchée particulièrement sur le mysticisme ou autre. Et à 13 ans, je suis allé dans une librairie et j'ai acheté un petit bouquin, que sais-je, c'était sur le bouddhisme. Voilà, à 13 ans. Voilà. Et donc, à partir de là, ça m'a profondément marqué. Est-ce qu'il y avait des réminiscences de vie antérieure je ne sais pas. Mais bon, ça m'a profondément marqué. Ce qui fait que ma jeunesse, elle a toujours été finalement tournée toujours vers l'intérieur, le calme intérieur, mais le calme extérieur aussi. Donc, ça fait que j'ai toujours eu un parcours dans toute mon adolescence très, très solitaire, contact de la nature, etc. Bien. Et puis après, j'ai fait des études. Alors, des études aussi atypiques. Je suis passé par des filières CAP pour arriver finalement à l'agrégation. Je suis professeur agrégé à l'université, donc agrégé en génie mécanique. Mais donc, ces études m'ont conduit surtout au niveau ingénieur. Je suis ingénieur fabrication mécanique. Je suis sorti de l'ENI de Metz. Et donc, à partir de là, c'est là qu'il y a eu cette influence de mon parcours intérieur. Je ne me sentais pas en phase pour aller travailler dans l'industrie, l'entreprise, etc. Et donc, j'ai basculé dans l'enseignement parce que je sentais déjà que j'avais une fibre enseignante et je voulais surtout avoir du temps pour continuer à toujours travailler ce parcours intérieur. Et donc, je suis rentré en enseignement et donc j'ai été professeur d'enseignement pendant 38 ans. J'ai fait toute ma carrière d'enseignement. Une grande partie en maths sup et maths spé, où j'enseignais les sciences de l'ingénieur. Et donc, parallèlement à ça, j'ai fait des tas de formations. Dans les années 70, quand j'ai débuté ma carrière enseignante, très rapidement, j'ai enseigné aussi le yoga. Donc, pendant 7 ans, j'étais professeur de yoga. Le soir, là, je donnais des cours au centre culturel municipal de Chantilly. Voilà. Et puis après, mon parcours extérieur a eu des contraintes sur mon parcours intérieur. Ça fait que j'ai arrêté d'enseigner le yoga, un grand regret, pour différentes raisons. Et puis après, j'ai eu toute une phase familiale où, c'est une phase qui était intéressante d'ailleurs parce que pendant une vingtaine d'années, j'étais vraiment un
un écologiste complet où j'avais 400 mètres carrés de potager, j'avais verger, etc. Bon, j'ai vraiment pratiquement, je dirais pas complètement en autonomie, mais bon, vraiment pratiquement. Il y a eu ça, puis après, bon, des événements familiaux qui m'ont fait que j'ai changé de vie. Et donc, quand j'étais en retraite, alors bien évidemment, j'ai fait cette formation naturopathique pendant que j'étais enseignant avec Marianne que tu connais. Et donc, cette formation, j'ai fait avec Anna Rousseau. Ça m'a vraiment propulsé sur finalement toutes ces matières qu'on peut donc connaître en naturopathie. Hein, c'est une grande ouverture d'esprit. Et donc, ça a été une grande richesse, surtout pour ma retraite, parce que dès que j'ai été en retraite en 2008, c'est là qu'Anna Rousseau, Frédéric Boukobza m'ont proposé donc de participer à l'enseignement et donc à la formation des futurs naturopathes. Donc, ça fait que quand j'ai arrêté l'enseignement donc dans l'éducation nationale, j'ai continué à l'école donc ISUPNAT à Paris, et ça fait maintenant donc 55 ans que j'enseigne. Voilà. Voilà mon parcours. Alors, il y a eu aussi, dans ce parcours, j'ai participé pendant une dizaine d'années à peu près, où j'encadrais des jeûneurs dans les centres de jeûne et randonnée. J'ai participé d'ailleurs aussi à la formation de ces futures personnes qui encadrent des centres de jeûne et randonnée. Voilà. Voilà. D'accord. Bah oui, on va en parler un petit peu. Effectivement, à ISUPNAT, d'ailleurs, il y a une formation pour les personnes qui veulent se former en jeûne et randonnée. Oui, voilà. Peut-être que c'est toi qui la donne, je me souviens plus, mais... Oui, Voilà. je participe, on est plusieurs Ouais, d'accord. formateurs. Et, bon, voilà. Et pour les personnes qui n'en ont jamais entendu parler, comment est-ce que tu définirais la naturopathie? Et Alors, d'après toi, quel est son intérêt en termes de prévention la de maladies? naturopathie, pour moi, c'est vraiment un art de vivre. Un art de vivre, d'abord pour rester en bonne santé, mais ensuite pour vraiment gérer sa santé. Gérer sa santé seul, jusqu'à un certain point, bien évidemment, hein, tant qu'il n'y a pas de maladie lésionnelle grave, il n'y a aucun problème. On est complètement autonome. Alors, bien évidemment, pour être complètement autonome, il faut quand même avoir une certaine force mentale. Et je dirais, il faut surtout ne pas avoir peur. Et surtout avoir cette force mentale de se prendre en charge. Parce qu'évidemment, gérer sa santé soi-même, ça nécessite quand même des connaissances pour avoir une très bonne hygiène de vie. Et hélas, on ne nous enseigne pas l'hygiène de vie. Et donc, il y a une prise en charge à faire, un travail de recherche. Alors, qu'est-ce qui conduit à ça? Très souvent, moi je vois la majorité des gens qui viennent se former en naturopathie, ce sont très souvent des gens qui ont eu des problèmes de santé. Peut-être parfois des problèmes mineurs, surtout des problèmes digestifs. Hein. On s'aperçoit finalement c'est vraiment l'appareil digestif qui souffre le plus dans notre société d'abondance. Hein, voilà. Parce que s'il n'y avait pas cette abondance, on aurait peut-être moins de problèmes au niveau de l'appareil digestif. Hein. Et donc, c'est surtout ça qui amène les gens donc à venir vers la naturopathie et l'hygiène de vie, parce qu'ils ont compris finalement que en médecine, on règle les problèmes, on règle les problèmes de symptômes, mais on ne fait pas de santé véritable. Finalement, c'est important de soulager les gens de ces symptômes désagréables, mais on ne fait pas de santé. En naturopathie, justement, c'est là la différence, c'est qu'on est vraiment axé sur l'hygiène de vie. Donc, la naturopathie, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment un art de vivre, un art de vivre pour rester donc en bonne santé. Et après, si on a des problèmes, eh bien, on a justement les connaissances pour pouvoir gérer soi-même cette santé et cette perte de santé, voir pourquoi on a ces problèmes qui nous arrivent, ces symptômes, et donc on va remonter vraiment à la cause. Pour nous, les symptômes, c'est simplement un révélateur qu'il y a un dérèglement au niveau du terrain, de tout le terrain physique, le terrain énergétique, le terrain psycho-émotionnel, etc. Donc il y a un dérèglement qui fait qu'il va y avoir une disharmonie dans toutes les fonctions biologiques du corps qui vont conduire à des symptômes. Donc
Donc cette naturopathie, voilà, c'est ça, c'est cet art de vivre pour rester en bonne santé, qui nécessite donc d'appliquer l'hygiène de vie et donc de connaître ces lois d'hygiène de vie. Et ensuite, si on a un problème de santé, tant qu'on n'a pas de lésions vraiment irréversibles qui vont conduire à des pathologies sérieuses, ben, on peut vraiment appliquer toujours cette hygiène de vie et ces techniques naturopathiques qui nous permettent de retrouver cet équilibre biologique. Voilà. Merci pour cette définition. Et juste pour compléter, je précise que la naturopathie vient en complément des traitements médicaux habituels. Hein. Si on a un traitement, l'idée c'est pas de se détourner de la médecine pour uniquement faire de la naturopathie. La naturopathie entre guillemets ne guérit pas, et c'est vraiment, tu vois, j'essaye de faire passer juste l'idée que on doit quand même faire confiance à la médecine, notamment pour des pathologies graves et tout ça. Et il ne s'agit pas de guérir des cancers ou ce genre de choses avec la naturopathie, hein, bien sûr. Alors justement, c'est ce que je précisais, hein, tant qu'il n'y a pas de pathologie lésionnelle, vraiment. Pour moi, c'est surtout l'éducation qui compte. L'éducation à la santé, l'éducation à l'hygiène de vie, tout simplement. Je pense qu'on arrivera à changer ce système de santé dans la société par la base. Quand les individus se prendront en charge eux-mêmes pour cette hygiène de vie, on arrivera à faire progresser tout notre système de santé. Voilà. Et ça se fera en douceur. Ça ne se fera pas par de l'agressivité en dénigrant telle médecine, telle autre, etc. Non, c'est pas ça. C'est vraiment pratiquer cette hygiène de vie de base. Et quand les gens auront une meilleure santé sur le plan physique, ils iront beaucoup mieux sur le plan mental et il y aura beaucoup de choses qui changeront. Voilà. Moi, j'ai jamais eu de problème avec le corps médical. Il y a des médecins d'ailleurs qui recommandent à certaines personnes de venir me voir parce qu'ils ont bien compris que moi, c'est l'hygiène de vie. Je ne fais pas de médecine. Je fais de l'hygiène de vie. Voilà, c'est tout. Donc, il y a beaucoup de médecins qui ont compris ma façon de travailler et ils voient bien que je suis en complément, en accompagnement de la médecine allopathique. Voilà. Ok, et je pense que ce qui jette aussi l'opprobre sur la naturopathie, c'est le fait que certains d'entre nous, entre guillemets, enfin certains naturopathes, effectivement, ont des comportements qui se rapprochent plus de la médecine. C'est-à-dire qu'ils veulent être marcher un peu sur les plates-bandes de la médecine, et du coup, c'est plus de la naturopathie, c'est de l'exercice illégal de la médecine carrément. Absolument. Et c'est ça qu'on appelle les charlatans aussi. Oui, bien sûr, oui, parce que de toute façon, déjà, on n'a pas les connaissances pointues d'un médecin, et je dirais que c'est pas notre objectif. Nous, on est plus des généralistes dans la compréhension du fonctionnement du corps, mais du point de vue de l'hygiène de vie. Voilà. Alors, bien évidemment, c'est ce que je précisais tout à l'heure, tant qu'on a des petits symptômes mineurs, je vois les problèmes digestifs, des aigreurs d'estomac, les remontées acides, etc. Tout ça, ça peut se traiter très facilement par la naturopathie. Mais il y a un prix à payer. Il faut savoir que souvent, c'est parce qu'on fait des erreurs dans le choix de nos aliments, mais surtout dans les mélanges alimentaires. Donc, ça rejoint toujours la même chose, c'est qu'on n'a pas d'éducation à la nutrition, à l'alimentation et à l'hygiène de vie. Donc ce qu'il faudrait, c'est dès le départ, je dirais, dès le plus jeune âge, à partir de peut-être de l'école primaire, il faudrait enseigner ces règles d'hygiène de vie. Voilà. Et la population se porterait nettement mieux. C'est pour ça que je suis un enseignant et j'enseignerai, je crois, jusqu'à la fin de ma vie. 55 ans d'enseignement, mais je continue toujours. Et je trouve que c'est très très beau d'ouvrir les consciences, d'aider les gens à se déprogrammer de tout ce qui est négatif qu'on a reçu dans notre éducation, un peu partout. C'est ça ce travail qui est important, c'est d'arriver à se déprogrammer de toutes ces peurs, de tout ce qu'on a inculqué qui nous éloigne justement de cette hygiène de vie. Voilà. Alors,
Un jour, tu nous as raconté que tu as vécu une expérience de mort imminente. Est-ce que tu auras envie de nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé exactement et comment ça a impacté ta vie professionnelle et personnelle? Ouais, bon, très, très rapidement, ça a été au niveau d'une mauvaise digestion. Voilà. Il y a eu beaucoup de fermentation au niveau de l'appareil digestif de l'estomac et ça m'a provoqué un arrêt cardiaque. Voilà. Et donc, j'ai eu, je dirais, cette chance de sortir de mon corps et bon, d'être dans cette sphère vibratoire beaucoup plus élevée, j'irais vers une certaine lumière. Bon, voilà. Mais j'avais déjà eu des expériences de décorporation. Euh, Quand j'avais fait des séances dans un ashram au cours de méditation, enfin de relaxation, méditation assez profonde. Donc oui, pour moi, bon, j'ai expérimenté ce fait que finalement notre conscience n'est pas attachée à ce corps physique et que en sortant de ce corps physique, on continue à vivre et voilà. Et on vit sur d'autres plans vibratoires. C'est extraordinaire. Bon, voilà, quand on a la chance de connaître ça. Je parle de Oui, ça parce que ça m'intrigue oui. en fait. Est-ce que tu as eu une sensation d'avoir envie de rester là où tu étais ou de revenir dans ton Ah corps, ben, etc. quand on est dans cet état, là, absolument. C'est là qu'on sent, d'ailleurs, une fois que je me suis réincorporé dans ce corps physique, c'est là que j'ai senti comment dire, cette sensation de pesanteur, de froid, de viscosité, de lourdeur de la matière. Voilà. Mais c'est la transition, ça. Parce qu'après, évidemment, quand on a réintégré ce corps physique, on est bien, ce corps physique. Quand il est en bonne santé, il n'y a pas de problème. De toute façon, il faut bien voir, et là, bon, il n'y a pas de réponse à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est venu expérimenter la matière? Bon, ça serait des grands discours, mais c'est intéressant de se poser la question, justement. Qu'est-ce qu'on est venu faire dans la matière? Et finalement, qu'est-ce que la conscience? Est-ce que c'est la matière qui crée la conscience ou est-ce que c'est la conscience qui crée la matière? Maintenant, on voit bien qu'avec les découvertes en physique quantique, on voit bien finalement que tout n'est que conscience. Et la matière n'est que comment dire, un produit créé par la conscience. C'est la conscience qui crée la matière. Voilà. Cette illusion de matière, d'ailleurs, voilà. Et tout n'est que conscience. Est-ce que pour toi, la santé est une affaire d'hérédité ou de mode de vie, ou les deux? Alors, la santé, oui, bien sûr, c'est une affaire d'hérédité. Mais bon, qu'est-ce que l'hérédité? Parce que on confond toujours, c'est mon point de vue, hein, on confond toujours l'hérédité, on se dit c'est l'hérédité de nos parents. Non, absolument pas. C'est notre propre hérédité. Mais là, bon, il faudrait réfléchir à, comment dire, à la vie, à l'incarnation. Est-ce qu'on a eu des vies antérieures? Est-ce qu'on aura des vies futures? Si on pense qu'il y a effectivement un problème de réincarnation, donc de vie antérieure, on arrive au monde avec notre propre hérédité. Mais pour construire ce fœtus qui va devoir prendre de la matière et donc des informations, eh bien, il va falloir donc que nos géniteurs aient toute notre hérédité comprise dans leurs propres gènes, à eux deux, père et mère. Et donc, ça veut bien dire que l'hérédité de nos parents, on ne l'a pas forcément en nous. Mais eux, à eux deux, ils ont toute notre hérédité. De telle sorte que ce fœtus, notre fœtus qui va se construire avec les informations venant de nos géniteurs. Et ça, c'est assez difficile à comprendre, parce que très souvent, on est programmé pour dire oui, on a l'hérédité de nos parents. Oui, on a une partie, puisqu'il faut qu'il y ait un accord entre notre propre hérédité et ceux de nos géniteurs. Voilà. Quand tu dis notre hérédité, tu parles de l'hérédité de notre âme Oui, 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 qui absolument. s'incarne dans notre Alors, corps.
Voilà, alors bon, il faudrait voir comment l'âme s'incarne, etc. Bon, moi, je, je vais te dire, j'ai puisé beaucoup mes sources dans le mouvement théosophique, voilà, venant de Blavatsky, etc. C'est très très riche, leur enseignement, d'ailleurs ça a été tiré beaucoup de l'Inde, hein, et donc, je trouve que d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes actuelles qui font des tas d'émissions, etc., qui en réalité, eux-mêmes, ont puisé beaucoup leurs informations dans le mouvement théosophique. Et donc, ce que je dis là, à propos de l'hérédité, c'est ça, ce qu'on retrouve dans ce mouvement théosophique d'ailleurs, hein. Et c'est ce que disent les grands sages de l'Inde, hein, c'est pareil, hein. Et donc, si on voit bien ce point de réincarnation, dans notre incarnation actuelle, donc on emmagasine des qualités et puis évidemment des défauts, mais tout ça, finalement, c'est inscrit dans notre propre mémoire, dans notre mémoire akashique, hein, comme disent les orientaux. Et donc tout ça, c'est inscrit dans notre corps causal. Et c'est ce corps causal donc qui vit d'incarnation en incarnation. Et donc, quand on va se réincarner dans ce monde physique, dans le monde de la matière, eh bien, il va y avoir évidemment, comment dire, un champ vibratoire qui, lui, va venir concevoir ce fœtus. Il va aider à la construction de ce fœtus. Donc, ce champ vibratoire, il est là, il va donner de l'énergie, mais toute l'information qu'on a emmagasinée dans nos vies antérieures. C'est ce qu'on appelle l'hérédité. Mais donc, pour construire ce fœtus, il faut bien des géniteurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut que cette âme qui va venir s'incarner choisisse finalement les géniteurs compatibles avec son hérédité. Voilà. C'est pour ça qu'on dit toujours, c'est finalement, on choisit nos parents pour nous incarner, oui, effectivement, parce qu'il faut qu'il y ait compatibilité avec l'hérédité, notre hérédité et l'hérédité de nos géniteurs. Petite pause rapide pour vous rappeler que mon essai Voyage interrompu, confidence d'un pilote de ligne éco-anxieux est toujours disponible en librairie. J'y raconte la magie du métier de pilote, vu de l'intérieur, ainsi que les nombreuses prises de conscience écologiques qui m'ont amené à le quitter pour devenir naturopathe. Je mets également un lien en descriptif de l'épisode pour le commander. Les droits d'auteur de l'ouvrage sont reversés à Médecins sans frontières. Et maintenant, retour à l'épisode. Et du coup, est-ce que tu penses nos parents et nos grands-parents, par exemple, nous transmettent quand même de l'hérédité, par exemple au niveau émotionnel? Est-ce que nos grands-parents, par exemple, qui ont vécu la guerre, ou nos parents qui ont vécu la guerre, est-ce qu'il y a des émotions qui ont été engrammées en eux, qui se sont transmises par l'ovule et le spermatozoïde dans ce que nous sommes? Est-ce que, par exemple, on doit parfois imaginer qu'on paye pour eux ou on répare ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait, tu vois, ce genre de données-là? Alors, je dirais qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau subtil, au niveau des âmes. Si notre âme vient choisir ses géniteurs, il y en aurait certainement dans le monde d'autres qui seraient compatibles aussi. Donc, il y a certainement, je dirais peut-être des contrats d'âme, et donc peut-être qu'on a choisi une famille d'âmes pour venir s'incarner plutôt qu'une autre. Voilà. Bon, il y a déjà ça sur des plans très très subtils. Et ça, bon, on ne peut pas trop savoir ce qui se passe à ce niveau-là tant qu'on est incarné dans la matière. Peut-être après, quand on sera désincarné, on comprendra peut-être pourquoi on a choisi telle famille d'âmes. Bon, il y a ce point-là. Mais après, sur les plans beaucoup plus matériels, c'est important de bien voir que la vie fœtale est très très importante. Donc, tout ce que nos parents pensent, subissent comme traumatisme ou parfois de bonnes ambiances, tout ça, ça va marquer le fœtus. Et là, c'est là qu'il faut que les femmes comprennent la grande importance de leur hygiène de vie quand elles sont enceintes, mais surtout de leur environnement. Parce que le fœtus ressent tout ça. Moi, j'ai eu l'occasion justement de pouvoir faire une régression dans la vie fœtale et comprendre ce qui s'était passé quelque temps avant ma naissance, un gros traumatisme. Et donc, il y a ça, mais après, il est évident que là, dans le milieu familial où on va naître, on va être programmé.
On va être programmé par leur façon de penser, par leur hygiène de vie, etc. Donc, on voit bien que, et moi je dis toujours, au point de vue alimentation, on hérite surtout du mode alimentaire que nos parents nous ont transmis pendant notre enfance. Et c'est là qu'il y a un gros travail de déprogrammation à faire. Alors, quand je dis déprogrammation, c'est prendre conscience justement qu'on est sans cesse se programmer, soit consciemment, soit inconsciemment. Et donc, il y a un travail à faire pour voir si ce qu'on a reçu comme programmation nous entrave, nous empêche d'être, comment dire, pleinement conscient et parfaitement aligné sur notre chemin de vie. Parce que très souvent, il y a beaucoup de blocages qui sont dus justement à cette programmation qu'on a reçue, qui est contraire à notre chemin de vie. Alors ça, c'est un gros travail de prise de conscience, bien évidemment, et d'éveil, je dirais. Mm. Ouais, c'est passionnant. Et comment est-ce qu'on peut savoir quel est notre chemin de vie? Alors, pour trouver notre chemin de vie, l'idéal, ce serait d'être en permanence en contact avec notre âme. Voilà. Parce que c'est notre âme qui connaît notre chemin de vie, qui connaît son chemin de vie. Et donc, si on reste en contact avec notre âme, pas de problème. On est vraiment sur notre chemin de vie, constamment guidé. Donc, ça nécessite une conscience qui n'est pas uniquement focalisée dans ce corps physique, dans la matière. Voilà. Et d'ailleurs, je dis avec les découvertes de la physique quantique, on voit bien que finalement, c'est la conscience qui crée la matière. Donc, il y a une première chose déjà à, comment dire, je vais reprendre conscience, c'est que finalement, notre conscience n'est pas dans le corps physique, c'est notre corps physique qui est dans notre conscience. Notre conscience crée un hologramme, qui est notre corps physique, et les autres corps d'ailleurs. Hein. Et donc, quand on a déjà cette vue-là, qu'on est d'abord une conscience illimitée, qui fait partie de la grande conscience universelle, et donc, notre propre conscience, là, va projeter différents corps. En s'incarnant, notre âme va descendre ses fréquences, elle va s'entourer de vibrations beaucoup plus basses en fréquence, c'est ce qu'on va appeler les corps. Donc le corps causal, le corps mental, le corps émotionnel, le corps énergétique et enfin le corps physique. Et donc, quand on a cette vue-là, on a une autre approche de notre chemin de vie et on sait que finalement, il ne faut pas se laisser illusionner par cette densité apparente de ce corps physique. En réalité, non, tout ça, c'est notre conscience qui crée ça. Mais on a perdu le contact, on s'est illusionné, on a fini par s'identifier à la forme physique. Alors que finalement, cette forme physique, c'est un hologramme qui est dans notre conscience. Donc, si on a cette vue-là, on sera plus facilement en contact vers le haut, vers notre âme. Et on sera beaucoup plus aligné sur notre chemin de vie. Alors après, bon, tu sais bien qu'il y a des outils aussi pour être guidé sur son chemin de vie. C'est déjà toutes les techniques, je dirais, de psychothérapie qui permettent de remonter au niveau du corps psycho-émotionnel. Déjà, c'est un premier pas, c'est qu'on commence à prendre, plus de hauteur, c'est-à-dire notre champ vibratoire va monter un peu et on va se rapprocher justement de notre source. Et puis après, pour moi, il y a cette technique extraordinaire qui est l'astrologie. Cette véritable astrologie, qui n'est pas l'astrologie, l'horoscope et autres qu'on peut lire dans les journaux, mais donc avec l'astrologie, effectivement, oui, on voit bien qu'on a un outil extraordinaire pour pouvoir comprendre pourquoi on fonctionne de cette façon, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est sous telle influence, pourquoi on a toujours les mêmes problèmes dans notre vie, et surtout, l'astrologie nous permet justement de nous guider sur notre chemin de vie.
et notre chemin de vie qui a donc été décidé par notre âme. Voilà. Donc là, c'est quand on peut connaître, je dirais, un astrologue, une astrologue compétent, c'est extraordinaire parce que ça nous permet déjà de comprendre pourquoi on agit de telle façon dans notre vie, pourquoi il y a des périodes qui sont plus ou moins difficiles à passer et surtout pouvoir nous remettre correctement sur notre chemin de vie. Mm. Et d'ailleurs, en France, dans les pays occidentaux, bon, l'astrologie est souvent perçue comme quelque chose d'un peu ésotérique, alors que je sais qu'il y a des civilisations en Inde, par exemple, où je crois qu'ils font beaucoup plus appel à ce genre de manière, justement, de savoir si on est bien aligné sur son chemin de Oui, vie, oui, etc. oui, oui, absolument. Mais nous, bon, ça vient du fait que on est très matérialiste, hein, très scientifique, très rationnel. Et voilà. On est beaucoup trop cerveau gauche. Mm. Si on arrive à équilibrer nos deux hémisphères, cerveau gauche, cerveau droit, c'est là que, là encore, on aura plus de facilité à rester en contact avec notre être profond. Mais tu vois, ce qui est important, c'est ça, c'est de bien comprendre la liaison que nos différents corps. Voilà. Et donc, comprendre que pour être sur son chemin de vie, il faut sortir de ce mental. Voilà. Notre mental, cette conscience incarnée, elle s'est illusionnée dans la matière. Elle a perdu le contact. Et plus justement on est, comment dire, extériorisé, plus on est happé par tout ce qui se passe dans notre environnement, par toute cette information, par cette abondance dans tout, l'abondance dans la nourriture, l'abondance dans l'information, on finit par perdre le contact avec la source et on s'identifie à la forme, on s'identifie à la matière physique. Voilà. Et ça fait que quand on est complètement identifié à ça, c'est là qu'on est complètement matérialiste. On se dit, mais oui, c'est la matière qui crée notre conscience. Alors, absolument pas. Ouais. Et c'est là qu'il faut arriver à remonter vers la source. Alors, pour ça, finalement, il faut travailler sur le mental. Parce que c'est le mental qui crée cette illusion. Il est tellement happé par l'extérieur qu'il oublie le contact avec la source. Donc, le travail sur ce mental, c'est quoi finalement? Eh bien, on va prendre l'exemple. Quand on veut nettoyer le corps physique, on le fait jeûner. Et quand on arrête d'alimenter le corps physique, finalement, il va épuiser ses réserves et il se nettoie. Et le corps physique va beaucoup mieux. Eh bien, au niveau du mental, c'est pareil. On s'est aperçu maintenant, on a bien compris ça, que finalement, tous nos problèmes de santé découlent de notre mental, tout ce qu'il y a dans notre mental, surtout dans notre inconscient. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment remonter à la cause de nos problèmes dans ce corps physique? Eh bien, il faut aller travailler au niveau du mental. Et donc, travailler au niveau du mental, c'est pas évident, parce que on a notre conscience, mais c'est notre seul outil pour comprendre comment fonctionne notre conscience. Bon, c'est pas simple. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, là encore, il faut appliquer la technique qu'on fait pour le corps physique. On voit bien quand on arrête de l'alimenter, il se nettoie. Et donc, c'est une grande loi de l'univers, ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec le mental? On va arrêter de l'alimenter. Voilà. Et si on arrête de l'alimenter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se nettoyer lui-même. Voilà. Et ça, cette technique, c'est la technique de méditation Vipassana, voilà, qui est une technique extraordinaire, qui vient du Bouddha Gautama. Voilà. On va en Donc, parler. ce qu'il faut, c'est ça, c'est voilà, faire geler ce mental. Il va se nettoyer et donc on va arriver à traiter la cause de tous nos problèmes. Quand on parle de méditation, Oui, on peut dire qu'il y a schématiquement deux types de méditation. Il y a la méditation entre guillemets calme, où on se pose pour essayer de laisser son esprit tranquille, ce que tu viens de dire. Et on peut dire qu'il y a aussi une sorte de méditation dans l'action, c'est-à-dire quand on s'immerge dans une activité et qu'on est dans un état de pleine présence où justement le mental est ailleurs également. Et qu'est-ce que c'est toi ta méthode préférée? Est-ce qu'il y en a une qui est préférable à l'autre? Quel est l'intérêt de tout ça? alors moi je pense que les deux sont nécessaires. Alors il y a effectivement cette méditation immobile où là, voilà, on est parfaitement au repos. On va avoir
pourquoi il faut cette méditation, ce repos complet. Et après, il y a la méditation active, être dans l'instant présent. Voilà. Les deux sont nécessaires et indispensables, je dirais. Alors, pour moi, je prends des analogies. Je dirais que quand on est en méditation active, dans l'instant présent, comparativement par rapport au corps physique, on est en monodiète. C'est déjà pas mal. Et quand on est en méditation immobile, là, on est dans le véritable jeûne. Voilà. Et ce sera un jeûne complet, un jeûne sec qui correspondrait au corps physique. Voilà. Alors, peut-être je peux donner mon point de vue sur ce qui se passe au niveau mental et comprendre déjà comment se forment nos émotions. On a nos cinq sens. Nos cinq sens nous renvoient des informations venant de ce corps physique qui est en contact avec l'environnement. Nos cinq sens remontent donc au niveau de notre cerveau. Et là, il y a une espèce de transformateur qui va permettre, avec toutes les connexions neuronales, il va y avoir donc un espèce de champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique, il est perçu par notre conscience, et c'est notre conscience donc qui va pouvoir créer ce qu'on voit. Voilà. Alors, je prends un exemple simple. On est environné d'ondes électromagnétiques, Europe 1, France Inter, etc. Bon. Et donc, on voit bien que ces ondes électromagnétiques transportent de l'énergie et de l'information. Comment capter ça? Eh bien, on a découvert que finalement, avec un poste radio, donc là, il y a toute une électronique derrière, etc., mais on voit bien que le poste radio, c'est un transformateur de ces ondes électromagnétiques en ondes acoustiques. Eh bien, c'est ce qui se passe au niveau de notre cerveau. Notre cerveau, finalement, va capter les informations venant de notre cinq sens, il rassemble tout ça, les neurones vont se connecter, il va y avoir un champ électromagnétique qui va se faire dans notre cerveau, et au niveau de notre conscience immatérielle, au niveau de notre conscience, il y a un appareil aussi qui permet de capter ça et de transformer ça en ondes de conscience. Et c'est là donc que se forment les images. L'image n'est pas formée dans le cerveau, elle est formée dans notre conscience. Donc voilà, il y a un processus, un dispositif qui permet justement le passage de la matière à la conscience, qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Voilà, on ne sait pas comment ça fonctionne, ça. Est-ce qu'on connaîtra un jour? Alors, donc, on voit bien aussi que pour qu'on ait une conscience objective et, je dirais, saine, eh bien, il faut qu'on ait un cerveau en parfait état de fonctionnement. Et c'est là qu'on voit qu'il faut une hygiène de vie sur tous nos corps. Pour être en parfaite santé, il faut que le corps fonctionne bien, le corps physique. Il faut qu'il y ait suffisamment d'énergie, qu'il n'y ait pas de blocage d'énergie, qu'il n'y ait pas d'énergie parasite aussi. On pourrait parler des entités, etc. Et au niveau psycho-émotionnel aussi. Il faut que ces corps soient en parfait état. Et c'est là qu'on voit bien qu'au niveau de notre mental, il y a ce qu'on appelle la conscience, le subconscient et l'inconscient. Eh bien, dans l'inconscient, c'est là qu'il y a énormément de toxines. Voilà. Ces toxines beaucoup plus subtiles, ces toxines venant de tout ce qu'on a dans notre vie et qu'on emmagasine consciemment ou inconsciemment. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut nettoyer. Il faut arriver à nettoyer cette partie de notre conscience, cette partie obscure. Et c'est donc là qu'il faut faire jeûner. Donc, pour faire jeûner ce mental, on voit bien qu'il va falloir déjà se couper de nos cinq sens. Donc, ça veut dire qu'il va falloir arriver à une relaxation très profonde pour qu'il n'y ait plus du tout d'informations qui arrivent du corps physique. Alors, le plus difficile d'ailleurs, c'est ne pas bouger. Parce que fermer les yeux, une ambiance sonore parfaitement calme, etc. On ne mange pas, il n'y a pas d'odeur, etc. Donc ça, c'est facile. Mais il faut arriver pendant
pas mal de temps à ne plus bouger pour ne plus du tout avoir d'informations venant du corps physique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on est dans notre conscience, comment on prend conscience d'être encore nous-mêmes? Parce qu'on est capable de penser. Donc, tant qu'on pense, on alimente notre mental. Donc, c'est ce que je dis, on est en monodiète finalement. Il n'y a plus beaucoup d'informations, il y en a encore. On est en monodiète. Et donc, on n'est pas encore en jeûne. Donc, il faut arriver à ne plus penser. C'est très très difficile. C'est là que on voit que ça demande un entraînement. Et après, donc, que va faire notre mental? Eh bien, là, il va se nourrir de lui-même. Et c'est là que notre petite personnalité, notre moi-je, quand il n'y a plus rien dans notre conscience, on a l'impression de mourir. Parce qu'on vit, notre moi-je existe par tout ce qu'on a emmagasiné. On a une référence par rapport à notre jeunesse, etc. Donc, on a suffisamment d'informations pour savoir que moi, Michel, j'existe. Mais si mon mental se vide complètement, s'il n'y a plus rien, mon moi-je disparaît. Et ça, on le ressent quand on médite parfois, quand il y a cette ouverture, quand il y a un instant très bref où il n'y a rien dans notre mental, on est perdu. On dit, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression de disparaître. C'est là qu'on passe au-delà de notre conscience incarnée. C'est là qu'on va aller vers le corps causal et peut-être vers l'âme. Donc, pour le faire jeûner, il ne faut plus rien. Et donc, à ce moment-là, c'est là que commence à sortir tout ce qu'il y a dans notre inconscient. Notre mental va l'épuiser pour aller chercher donc de la nourriture. Et donc, tout ce qui va sortir, il va falloir le laisser sortir. C'est-à-dire que quand un objet mental sera présent, une pensée ou une image mentale, il va ne pas falloir réagir. Parce que si on réagit, qu'est-ce qui se passe? On va créer ce qu'on appelle une émotion. Et une émotion a un impact à nouveau dans notre corps physique. Tu vois, quand on a peur, par exemple, on sent bien au niveau des intestins, au niveau du plexus, on sent qu'il y a une réaction. Il peut y avoir une augmentation du rythme cardiaque, etc. Donc, on voit bien que dès qu'on réagit, à nouveau, on va avoir des sensations dans le corps physique qui vont remonter, à nouveau émotions, etc. Donc, on n'arrivera pas à nettoyer ce mental. Donc, quand une pensée arrive, un objet mental arrive dans notre conscience, il ne faut pas réagir. Et ça, c'est très très difficile. Et c'est la technique Vipassana. Donc, on voit bien que si on pratique cette technique Vipassana, c'est-à-dire en méditation immobile, on va arriver à nettoyer ce mental. Toutes les pensées, les vibrations qui ont été emmagasinées dans cet inconscient, et qui nous crée des problèmes après, bien évidemment, dans le fonctionnement de notre conscience, eh bien, il va falloir que ça sorte. Donc, ça demande un entraînement très, très difficile. Mais c'est la seule façon, vraiment, d'aller nettoyer cette partie inconsciente. Voilà. Et donc, après, eh bien, on ne peut pas vivre constamment, bien évidemment, immobile. Voilà, donc on est là quand même dans la matière, c'est pour faire quelque chose dans cette incarnation. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, justement, c'est être le plus possible dans l'instant présent. Et l'instant présent, c'est très difficile parce que finalement, c'est un instant qui, à la limite, n'existe pas parce qu'il est coincé entre le passé et le futur. Mais on voit bien que dans notre mental, on est constamment, je dirais, pollué par ce qu'on appelle du temps psychologique passé et futur. Ce temps psychologique passé, c'est tous nos regrets du passé, tous les remords, etc., les rancunes et autres. Et tout ça, ça nous encombre. Et puis après, il y a du temps psychologique futur, nos angoisses. Qu'est-ce que je vais faire demain, etc. Qu'est-ce qui m'attend, voilà. Comment ça va se passer, etc. Voilà. Et donc, on voit bien que si on s'observe, on voit bien que sans arrêt, on bascule du passé au futur, et voilà, sans arrêt. Voilà. Et maintenant, c'est prouvé par pas mal de neurologues qui disent que finalement, on voit bien que à 95% de notre temps, on fonctionne d'une manière inconsciente. On n'est pas pleinement présent. Voilà. Ou même très souvent, on conduit de manière pilote automatique. On conduit la voiture et puis on pense à autre chose, etc. Donc,
il faut arriver justement à être dans cet instant présent. Et on voit bien que le présent va dépendre du passé. Quand on agit, on sent bien qu'on est tributaire de tout ce qu'on a fait avant. Et donc, le passé influe sur notre présent, mais comme le présent, lui, va influer sur le futur, on peut dire que le futur dépend de notre passé. Et donc, si on veut arriver à avoir la possibilité de choisir un futur qui soit compatible avec notre chemin de vie, je dirais un meilleur futur, il faut être vraiment dans l'instant présent. Mais un instant présent tel qu'il ne dépend pas du passé. Et ça, quand on regarde le fonctionnement de notre cerveau et de notre mental, on voit bien qu'on fonctionne par séquence. C'est-à-dire qu'à chaque instant, et ça, là je citerai mes sources parce que c'est pas moi qui ai découvert ça, c'est Jean-Pierre Garnier-Mallet qui il y a longtemps parle des ouvertures spatio-temporelles. Voilà, c'est la fin de la première partie de cet entretien avec Michel Giroux. Je vous invite donc à écouter la suite dans une deuxième partie.